En 52 avant Jésus-Christ, au terme d'un siège de 40 jours, après une guerre de conquête qui aura duré 6 ans, les Romains emportent la victoire finale à Alésia et Vercingétorix doit se rendre à César. À partir de cette date, le destin de la Gaule va changer. Elle devient romaine. On ne sait pas exactement dans quelles conditions le chef des armées gauloises s'est rendu aux forces romaines. Cet événement a pourtant été illustré, à la fin du XIXe siècle, par des peintres impressionnistes. Et l'image qui est montrée dans ces peintures est celle qui est longtemps restée vivante de Vercingétorix et des Gaulois. Dans cet exposé, nous allons vous parler de l'œuvre la plus connue sur le sujet. Il s'agit de la reddition de Vercingétorix, un tableau peint en 1899 par un artiste nommé Lionel Royer. Nous nous demanderons si cette œuvre nous apprend ce que le peuple français a retenu ou a voulu retenir de Vercingétorix et de l'esprit gaulois. Les archéologues d'aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à trouver des indications sur la façon dont vivaient les peuples gaulois. En effet, les Gaulois ne construisaient pas de maisons en pierre, ils ne gravaient pas, comme le faisaient les Romains, de stèles ou de bas-reliefs, et ils n'écrivaient pas. Tout ce qu'on a retrouvé sont des objets en métal, comme des armes, des outils, des pièces de monnaie ou des bijoux. On a aussi retrouvé des morceaux de poterie et les trous laissés par les pilotis ou les fondations de leurs huttes. Un document très précieux sur le mode de vie et les coutumes gauloises nous a été laissé par les Romains eux-mêmes. Il s'agit de Guerre des Gaules, un ouvrage très important que Jules César a rédigé au cours de la conquête et dans lequel il a noté une multitude d'observations sur les peuples qu'il rencontrait. L'image que nous avons conservée de ce peuple est toujours la même. On imagine le guerrier gaulois, grand, fort, chevelu, moustachu et portant un casque ailé. Mais cette image est-elle bien proche de la réalité ? En effet, dans les fouilles, on a retrouvé des rasoirs ainsi que des pièces de monnaie gauloises qui tendent à prouver que les Gaulois n'étaient peut-être pas toujours tels que nous les avons imaginés. En réalité, les Gaulois ne portaient pas en majorité la moustache. Ils préféraient les cheveux courts et raides. Sur ces pièces, par exemple, on peut voir des Gaulois qui ne sont ni moustachus ni chevelus. On a retrouvé d'autres pièces à l'effigie de Vercingétorix.
qui nous le montre imberbe, c'est-à-dire sans barbe, sans moustache, portant des cheveux courts et bouclés. Voici une statue équestre, c'est-à-dire à cheval, de Vercingétorix, réalisée par le sculpteur Bartholdi. Elle se trouve sur la place Jaude à Clermont-Ferrand. Le chef gaulois est représenté chevelu, moustachu et porte un casque ailé. Cette statue, à la gloire de Vercingétorix, a été inaugurée en 1903. Cette statue de Vercingétorix est dressée sur le site présumé du champ de bataille d'Alésia, à Alise-Sainte-Reine, en Bourgogne. La statue a été commandée par Napoléon III à l'artiste Aimé Millet. Elle a été réalisée à Paris, puis transportée et installée en 1865 sur le mont Auxois qui domine le champ de bataille. Sous la statue, on trouve cette citation de Vercingétorix rapportée par Jules César. La Gaule unie, formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'univers. Il s'agit d'une autre représentation romantique du chef gaulois. Voici l'almanach de la Poste, datant de l'année 1898. On peut y voir la statue de Vercingétorix de Millet au musée de l'Industrie pour l'exposition universelle de Paris. Derrière la statue de Vercingétorix, on aperçoit une statue de Jeanne d'Arc. Traditionnellement, dans les représentations de la reddition, on peut voir Vercingétorix devant César, jetant ses armes aux pieds du vainqueur. Mais ces représentations contiennent souvent des erreurs appelées des anachronismes. Par exemple, sur cette gravure de la fin du XIXe siècle, la représentation qui est faite d'Alésia, dans le fond, est plus proche d'un château de l'époque féodale que d'un oppidum gaulois. Voici une autre représentation de la reddition faite par l'artiste Henri-Paul Motte en 1886. Au premier plan, on voit Vercingétorix monté sur un superbe étalon. Derrière la palissade sont alignés des légionnaires. On aperçoit au fond un groupe dans lequel attend probablement Jules César. En arrière-plan, on peut distinguer 3 tours de siège, derrière lesquelles s'élève une colline surmontée d'une ville, peut-être Alésia. Vercingétorix, qui s'apprête à se rendre, est ici représenté de façon très noble. Dans le tableau de Lionel Royer, on peut aussi voir le héros gaulois à cheval devant le vainqueur. Vercingétorix est grand, beau
Il a l'air noble, courageux et fier. Son regard est même défiant. Dans la composition de l'œuvre, on note que Vercingétorix est même situé plus haut que Jules César lui-même. Il est en train de jeter ses armes à terre. Son cheval, un magnifique pur sang, semble s'arrêter en plein élan et finir sa course en baissant la tête devant le vainqueur. Il symbolise tout l'effort gaulois interrompu par cette défaite. Jules César, drapé dans sa toge d'apparat, est entouré de ses généraux et de ses légionnaires. Au pied de Jules César, devant les légionnaires romains, un guerrier prisonnier est à genoux, les mains liées dans le dos. Il symbolise la soumission et l'humiliation des forces gauloises. Au fond, on voit des flammes qui s'élèvent depuis l'oppidum d'Alésia. De nos jours, on s'interroge à propos de nombreux détails figurant sur cette scène. Il existe des anachronismes dans les armes qui figurent sur les tableaux. Par exemple, le casque du prisonnier gaulois, un casque à crête, est beaucoup trop ancien pour l'époque. Au moment de la conquête, les Gaulois utilisaient des casques plus simples, arrondis. Le cheval de Vercingétorix constitue lui-même un autre anachronisme. En effet, les chevaux de l'époque n'étaient pas de grands étalons. Ils étaient beaucoup plus petits en taille. Mais il n'aurait pas été glorieux pour Vercingétorix qu'on le représente les pieds touchant presque le sol sur un cheval de la taille d'un poney. De plus, à Alésia, il ne restait plus de chevaux. Ils s'étaient probablement échappés ou ils avaient été mangés par les Gaulois pendant le siège. Personne ne sait exactement comment la reddition s'est passée. C'est pourtant une scène dramatique qui est devenue un mythe. Il existe plusieurs versions du moment de la reddition, écrites dans l'Antiquité par les auteurs latins comme Tite-Live ou grecs comme Plutarque. Mais la version qui est probablement la plus proche de la réalité, la moins romancée, est celle décrite par Jules César lui-même dans Guerre des Gaules. Que dit-elle exactement? Dans Guerre des Gaules, César écrit: Le lendemain, Vercingétorix convoque l'assemblée. Il déclare que cette guerre n'a pas été entreprise par lui à des fins personnelles, mais pour conquérir la liberté de tous. Puisqu'ils sont vaincus, il s'offre à eux. Ils peuvent, à leur choix, apaiser les Romains par sa mort ou le livrer vivant. On envoie une délégation à César. Il ordonne qu'on lui remette les armes, qu'on lui amène les chefs. Il installe son siège devant son camp. C'est là qu'on lui amène les chefs. On lui livre Vercingétorix, on jette les armes à ses pieds.
C'est tout ce qui est écrit sur la scène de la reddition par Jules César. Rien dans le texte de Jules César ne décrit la scène peinte sur le tableau. De plus, on peut difficilement imaginer le chef gaulois arrivant armé à cheval devant le général en chef des forces romaines. On pense aujourd'hui qu'il n'est pas impossible que Vercingétorix ait été livré aux Romains par les autres chefs gaulois, sans armes et ligoté. Dans ce cas, il aurait plutôt ressemblé aux guerriers gaulois prisonniers qu'on peut voir agenouillés aux pieds de César. Depuis les peintres impressionnistes, si cette scène, si souvent représentée dans le même esprit, n'est pas réaliste, si la défaite de Vercingétorix n'a pas été si glorieuse, alors pourquoi le chef gaulois est-il traditionnellement représenté de façon si romantique par les artistes de la fin du XIXe siècle ? Pour répondre à cette question, il faut revenir à la situation de la France à la fin du XIXe siècle. En effet, à cette époque, la France venait d'essuyer une grande défaite contre la Prusse. Dans le conflit, la France avait été envahie et avait perdu 2 régions, l'Alsace et la Lorraine. Les idées de patriotisme et d'élan nationaliste étaient en train de grandir. À cette époque, la République avait besoin d'identifier un héros qui, dans l'histoire de la France, avait su résister à l'envahisseur. De la même façon que Jeanne d'Arc s'était dressée contre l'envahisseur anglais pendant la guerre de 100 ans, Vercingétorix était considéré comme un héros national pour avoir résisté à l'envahisseur romain. En effet, à la fin du XIXe siècle, on associait la Prusse à l'Empire romain. Dans l'histoire de France, pour les contemporains, Vercingétorix incarnait donc l'unité nationale. Il était déjà le héros rebelle qui avait su conserver sa fierté jusque dans la défaite.